Salam alaikum. Bonjour, chers étudiants. Donc, on poursuit avec notre module technologie de management. Nous sommes au niveau de la 9e conférence. Et cette 9e conférence, donc, elle sera la suite de la conférence numéro 8. C'est-à-dire, je vais poursuivre la conférence sur l'ERP ou bien ce concept de ERP qu'on a déjà débuté la conférence précédente. Alors, on va commencer par le concept de budgétisation d'un ERP. Donc, je vais parler pour ce concept de définition du budget de l'ERP ou bien fixation du budget de l'ERP, de 3 concepts de coûts, à savoir les coûts réels, les coûts cachés et le coût total de possession. Donc, je vais essayer d'expliquer quelle est qu'est-ce qu'on appelle ou bien qu'est-ce qu'on entend dire par les coûts réels, les coûts cachés et le coût total de possession et quelles sont là les différences entre ces différents coûts. Commençons par les coûts réels. Donc, ici, nous sommes en train de parler ou bien de étudier donc, le budget nécessaire pour l'implémentation d'un ERP. Donc, le budget nécessaire pour l'implémentation d'un ERP dépend du nombre futur d'utilisation du logiciel et du nombre de modules que vous souhaitez implémenter en tant qu'entreprise. Donc, pour savoir le coût nécessaire pour cette implémentation ou bien le budget nécessaire pour cette implémentation, donc les coûts suivants doivent être intégrés et doivent être pris en considération. Le premier coût, c'est le coût des infrastructures ou bien du matériel. Bien sûr, l'installation d'un ERP nécessite un ensemble de serveurs, un ensemble de matériel, un ensemble d'infrastructures qui vont être achetés, qui vont être acquis par la société. Donc, ils ont un coût. Donc, ici, le matériel, c'est-à-dire les serveurs, lorsque on est dans le cas du choix d'une architecture client-serveur. Ou bien aussi on a besoin d'une salle réfrigérée pour les serveurs. Donc, comme vous le connaissez, les grands serveurs nécessitent un emplacement bien déterminé avec des conditions bien déterminées d'hébergement de ces serveurs-là. Donc, le deuxième type de coût, c'est le coût des licences du logiciel. Bien sûr, comme on a parlé la dernière fois, il y a des licences qui vont être achetées ou bien des programmes qui vont être achetés. Donc, leur coût, il doit être intégré au niveau du coût réel nécessaire pour l'implémentation d'un ERP. Ici, on doit donc identifier le nombre d'utilisateurs finaux parce que pour chaque nombre d'utilisations, il va y avoir un ensemble de un coût bien déterminé. Lorsqu'on élargit les utilisateurs de ce logiciel-là, donc le prix va augmenter et le coût, bien sûr, va augmenter. Aussi, donc, ce budget nécessaire pour l'implémentation, il va intégrer le coût des ressources humaines extérieures, comme par exemple les consulting ou bien les conseillers, d'accord, pour aider l'entreprise à implémenter un ERP, à mettre en place un ERP. Donc, il faut se poser la question, combien de consultants ERP nous avons besoin et aussi pendant combien de temps.
il y a une différence entre un consultant qui va nous visiter, qui va visiter l'entreprise pendant une matinée, ou bien un consultant qui va nous visiter pendant toute une semaine. Donc ici, le coût des ressources humaines va changer. Combien de consultants fonctionnels et techniques qui ne sont pas tout à fait au même tarif journalier? Bien sûr, ce n'est pas le salaire pour un technicien, ce n'est pas le même salaire pour un ingénieur, par exemple. Faire un appel d'offres et étudier les différentes propositions des cabinets de conseil. Bien sûr, c'est une étape primordiale, c'est une étape intéressante et nécessaire afin de choisir les meilleures offres et de voir les meilleures propositions de ces cabinets de conseil. Une autre composante du coût réel, c'est le coût des ressources humaines internes. Bien sûr, nos employés, nos salariés vont devoir consacrer du temps pour le projet. Donc, ce temps-là, il a un coût donc, qui doit être intégré au niveau du calcul du coût réel. Ensuite, donc, il y a aussi des coûts cachés qui doivent être pris en considération lors de la détermination du budget nécessaire pour l'installation d'un ERP. Ici, donc, il ne faut pas oublier les coûts cachés qui sont inversement proportionnels à la qualité de la préparation, du déroulement du projet, de la conduite du changement organisationnel. Inversement proportionnel, c'est-à-dire que chaque fois que j'améliore, que j'augmente la qualité de la préparation de mon personnel, chaque fois que je fais une stratégie de changement organisationnel, c'est-à-dire je prépare mon personnel à cette nouvelle technologie, je fais des efforts considérables pour préparer mon personnel à ce changement-là. Donc, ces coûts cachés vont diminuer et vont baisser. C'est-à-dire, donc, ici, je donne quelques exemples qui vont engendrer des coûts cachés tels que les retards, les dysfonctionnements, l'inertie, les stratégies d'acteurs, ainsi de suite. Donc, ces problèmes-là vont être la cause des coûts cachés. Donc, chaque fois que je vais améliorer ces dysfonctionnements-là, chaque fois que je suis en train de préparer aussi mon personnel, mes employés, donc les coûts cachés vont être réduits et même éliminés. Il ne faut pas donc nier l'effet de ces coûts cachés parce que ils peuvent être considérables, voire même ils peuvent même engager l'avenir de l'entreprise. Donc il faut penser à réduire, voire à éliminer ces coûts cachés induits par l'introduction ou bien par l'implémentation d'un ERP. On arrive maintenant au coût total de possession. Donc, pour le calcul du coût total de possession, je vais vous proposer une technique de découpage du projet ERP, donc pour budgéter chaque phase et ainsi je peux trouver le budget de l'ERP en faisant la somme des budgets de chacune des phases nécessaires pour l'implémentation de ce projet ERP. Donc, on va voir comment peut-on découper le projet. Par la suite, on peut établir le budget détaillé en découpant préalablement le projet ERP en phases et en budgétant chaque phase du projet toute seule. Par la suite, en faisant la somme de ces budgets-là, on peut trouver le coût total de possession d'un ERP au niveau de notre entreprise. Donc, là, le découpage de cette implémentation-là peut résulter à 5 phases.
La première phase consiste aux études préalables détaillées, telles que la formalisation des règles de gestion, la description du besoin fonctionnel sous forme de cahier des charges, la description des différentes interfaces. Donc ici, cette étude préalable, donc combien elle va me coûter, combien je dois conserver de budget afin de aboutir à cette phase-là. Donc la deuxième phase, c'est le développement ou bien le paramétrage. La troisième phase, il s'agit de la phase de préparation et de réalisation des tests, comme on a parlé la dernière fois. Donc, la mise en place d'un ERP nécessite une phase de test de ces logiciels-là afin d'être certain que toutes les choses vont bien et que ce logiciel il est bien fonctionnel et il va me donner de bons résultats. La quatrième phase consiste à la formation des utilisateurs finaux. La cinquième phase, c'est le fait de basculer de l'ancien au nouveau système, c'est-à-dire de faire le va-et-vient entre l'ancien système et le nouveau système, le contrôle de la reprise correcte des données aussi, donc puisqu'on va changer tout un système de collecte, de traitement de données, d'interprétation de données, donc il faut aussi contrôler ce changement, il faut contrôler ce passage de l'ancien, si on peut dire, système de travail vers le nouveau système de travail. Donc, si je décompose donc la mise en place de mon ERP en ces 5 phases, donc je peux ainsi faire une approximation du projet nécessaire pour la réalisation de chaque phase et par la suite faire une estimation du budget global de l'implémentation d'un ERP. Donc, pour chaque phase, afin de estimer, bien sûr, comme je l'ai dit, le budget nécessaire pour chaque phase, on doit se poser les questions suivantes. Donc, combien de jours et de personnes seront nécessaires pour cette phase? Donc, le temps et le nombre de responsables, le nombre d'ouvriers responsables afin de réaliser cette phase-là. Aussi, la deuxième question consiste à dire de quelles ressources vais-je avoir besoin au cours de cette phase. Est-ce que je vais avoir besoin uniquement de ressources internes ou bien de ressources externes si l'entreprise ne dispose pas des compétences nécessaires pour la réalisation de la phase, donc elle va recourir à des ressources externes. Est-ce que j'ai besoin de ressources matérielles? Est-ce que j'ai besoin d'infrastructures? Donc, toutes les réponses à ces questions-là vont me permettre d'estimer, de prévoir le budget nécessaire pour la réalisation de cette phase. Après la mise en production de l'ERP et la formation des utilisateurs finaux, il faut prévoir aussi les coûts de maintenance du logiciel et des montées de version, mais également les coûts liés à l'exploitation de la solution ERP, c'est-à-dire le côté sécurité. C'est un élément très important et qui peut donc engendrer des risques pour l'entreprise si elle le néglige, cet élément de sécurité. Donc aussi l'amélioration de mon processus ERP, l'amélioration de mes procédures de travail via l'ERP. Et on a déjà aussi parlé la dernière fois qu'il y a toujours de nouvelles versions ERP et que l'entreprise est appelée à faire un update, faire une mise à jour chaque fois qu'une version intéressante, une version importante se lance sur le marché. Les supports, les utilisateurs aussi, d'accord? Donc, ces changements
Les changements apportés à ces éléments-là doivent être pris en considération pour faire une approximation, comme je l'ai dit, du budget nécessaire pour calculer le budget de l'installation d'un ERP. Donc, il faut faire attention. On estime en général que les coûts logiciels ne représentent que 25 à 30% d'un projet ERP bien mené. Donc, les coûts logiciels. En effet, un tel projet introduit de grands changements dans les habitudes de travail des employés, ce qui nécessite des formations, ce qui nécessite un accompagnement, une documentation et une communication permanente tout au long du projet, y compris après aussi la mise en place du produit. Donc, cette remarque-là veut dire que les coûts payés pour les logiciels représentent uniquement, voire 30% du coût effectif d'un projet ERP, parce que l'implémentation de ce projet-là va engendrer des changements qui nécessitent, bien sûr, comme on l'a déjà dit, qui nécessitent des formations, qui nécessitent de la communication, qui nécessitent des efforts pour l'acceptation et pour l'adaptation de ce ERP. Ces efforts-là, bien sûr, ont un coût donc que ce soit un coût temps, c'est-à-dire que le personnel va nécessiter un temps pour accepter ce changement-là, pour être convaincu de la nécessité de ce changement-là. Donc le temps aussi, il est mesurable, il est coûteux pour l'entreprise. Aussi, si l'entreprise réalise des formations, donc ces formations-là sont payantes, donc elle va payer les honoraires des experts qui vont former l'équipe des travailleurs sur le RP. Donc, il faut faire attention sur ce point-là et considérer ou bien au niveau de mes prévisions concernant le budget nécessaire pour l'installation d'un ERP, il faut mettre dans la tête que je dois aussi prendre en considération ces coûts, si je peux les dire, des coûts cachés, des coûts indirects, mais qui sont coûteux pour l'entreprise. Alors, passons au deuxième point au niveau de ce cours qui est le fonctionnement d'un ERP. Donc, la meilleure façon de comprendre le fonctionnement d'un ERP est de l'utiliser sans a priori. Je dois me lancer au niveau de l'application, je dois découvrir l'application, je dois découvrir cette solution sans écouter les préjugés ou bien les avis des autres, sans crainte, sans avoir aucune peur que je vais pas comprendre ou bien je vais pas bien assimiler cette notion de ERP au niveau de mon travail. Il faut dédramatiser la relation de l'utilisateur avec son ERP, car nous sommes tous, un jour ou l'autre, amenés à travailler avec ce type de logiciel intégré. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas donc, il va y arriver un jour où toutes les entreprises doivent disposer d'un ERP, d'accord? Donc, l'approche de cet outil doit être instinctive plus que raisonnée. Je dois suivre, si je peux le dire, mon instinct. Je ne dois pas trop raisonner. Donc, pour l'utilisation d'un ERP ou bien pour apprendre à utiliser un ERP, aussi l'approche de l'apprentissage, du comment fonctionner avec ou bien comment travailler avec un ERP doit être plutôt orienté vers la pratique plus que vers la théorique. Et c'est pour cela que les séances de formation sur l'utilisation d'un ERP vont être des séances de formation pratique. Donc après l'installation de ce ERP au niveau des bureaux ou bien au niveau des
des postes du personnel, on va travailler sur les postes, on va travailler avec le réseau entreprise et on va appliquer et on va apprendre à utiliser ce nouveau entrant au niveau de l'entreprise de manière pratique, de manière simple, de manière instinctive. Donc, il s'agit, comme je l'ai dit, d'un apprentissage dans l'action qui est représenté comme étant la meilleure méthode pour s'approprier un ERP. Donc, on va commencer par citer ou bien par parler des domaines fonctionnels de l'ERP. Donc, le contenu et les fonctionnalités d'un PGI ou bien d'un ERP, d'un logiciel de gestion intégrée. Donc, l'intérêt des logiciels intégrés réside autant dans la palette des fonctions offertes qui couvrent la plupart des besoins de l'entreprise que dans leur capacité d'intégration. Ici, je suis en train de citer deux grands avantages d'un PGI. Donc, le premier, c'est la palette des fonctions. Donc, on va trouver des fonctions énormes, un référentiel très important de fonctions offertes pour satisfaire la plupart des besoins de l'entreprise. D'accord ? Le deuxième avantage, c'est la capacité d'intégration. D'accord, des informations, des données, des décisions au niveau de ces logiciels-là. Il en résulte une amélioration de la productivité et de la qualité du service aux clients. Donc, les principales fonctions couvertes par les ERP sont, donc, Enterprise Resource Planning va couvrir principalement les fonctions suivantes qui, à mon avis, sont donc suffisantes pour couvrir les différents domaines au niveau d'une entreprise. Donc, les fonctions sont la gestion comptable et financière, la gestion commerciale, la gestion des achats, la gestion de production et la gestion des ressources humaines. Donc, peut-être vous allez me dire que il manque certaines fonctions, il manque certains départements qu'on n'a pas cités au niveau de ces fonctions-là. Donc, on va les voir, où on va les intégrer et où on va les prendre en considération. Mais principalement, les fonctions principales que toutes les entreprises nécessitent sont ces 5 fonctions. D'accord? Donc, où on peut trouver les autres départements, donc au niveau de modules indépendants. Et j'ai déjà dit la dernière fois que la force de cette solution ERP, c'est que on peut intégrer une solution qui est standard et on peut aussi ajouter de nouveaux modules qui sont nécessaires pour une entreprise qui ne sont pas nécessaires pour une autre, par exemple. Donc, ici, on va exploiter cette spécificité d'un ERP qui est l'ajout de modules qui sont indépendants et qui sont variables d'une entreprise à une autre. Donc, à ces 5 fonctions, comme je l'ai dit, on peut ajouter d'autres modules indépendants. Donc, on peut les greffer tels que, exemple de modules, la chaîne logistique, la gestion de projet, les modules de gestion e-business, etc., etc. Ici, on peut imaginer pas mal de modules indépendants qu'on peut les trouver, que pas nécessairement ils se trouvent pour plusieurs entreprises, voilà, pour la plupart des entreprises, mais si une entreprise a besoin de ces modules-là, elle a la possibilité donc de les intégrer. Donc, certaines fonctions en comprennent plusieurs aussi. Donc, par exemple, la gestion commerciale inclut la gestion des ventes, le service après-vente. Aussi, la gestion de production peut intégrer la gestion de la qualité, la gestion de la maintenance des sites industriels,
La gestion des ressources humaines peut englober aussi l'AP, l'administration du personnel, le suivi de la formation. La gestion de la chaîne logistique couvre celle des approvisionnements, les stocks, les achats, les entrepôts. Donc, vous voyez que ces fonctions, les 5 fonctions qu'on a déjà énumérées, sont les fonctions basiques, si on peut le dire. À ces fonctions-là, on peut ajouter d'autres modules indépendants et on peut même incorporer au niveau de ces fonctions basiques des fonctions aussi subséquentes à ces fonctions-là. Et la solution ERP nous permet ce type de greffe, nous permet ce type d'intégration. Aussi, on peut ajouter parfois des modules qu'on appelle des modules horizontaux. C'est-à-dire, les modules horizontaux, ce sont des modules qui peuvent être utilisés par plusieurs départements en même temps. Comme par exemple, les systèmes de messagerie, les systèmes de workflow ou bien d'aide à la décision. Ces systèmes-là vont être utilisés que ce soit par le département ressources humaines, département finances, département marketing, département production. Et c'est pour cela qu'on dit que ces modules-là sont des modules horizontaux qui peuvent être utilisés par pas mal de départements, pas mal de fonctions au niveau de l'entreprise. Donc, si ce n'est pas le cas, bien lorsque ce n'est pas le cas, les logiciels intégrés disposent d'interfaces qui leur permettent de s'ouvrir à ces produits de travail de groupe, y compris aux applications bureautiques. Et lorsque je parle des applications bureautiques, c'est-à-dire les applications Word, Excel, PowerPoint, ainsi de suite. D'accord? Donc, si je ne peux pas donc intégrer ces modules horizontaux ou bien ces modules au niveau de manière indépendante, les logiciels intégrés, les systèmes ERP peuvent aussi disposer d'interfaces qui leur permet de s'ouvrir et d'interagir, d'intégrer aussi donc les applications bureautiques classiques standards utilisées et reconnues par la plupart du personnel de l'entreprise. Les logiciels de gestion intégrés se distinguent surtout par l'intégration des fonctions grâce au partage d'une base de données centrale. Ça, c'est la force d'un ERP, où à une communication permanente entre modules. Aussi, je peux trouver cet avantage-là, cette spécificité-là d'un ERP qui va me permettre une communication permanente entre les différents modules au niveau d'une organisation. Donc, cela n'est pas sans conséquence sur l'organisation de l'entreprise et le métier de ses employés. Nécessairement, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des changements au niveau de la structure de l'organisation de l'entreprise, au niveau aussi de la nature du métier des salariés et des employés de l'entreprise. Et c'est pour cela qu'on dit qu'on doit préparer nos employés, on doit préparer notre entreprise à ce changement. Donc, en particulier, les employés auront la possibilité de consulter ou bien de modifier toutes les informations qui leur sont nécessaires, même si elles concernent a priori d'autres services. Donc, bien sûr, ici, on doit faire attention. Les systèmes ERP sécurisés, donc développés, vont donner ce qu'on appelle des privilèges pour les responsables de chaque service, pour les responsables des départements, pour ne pas tomber aussi dans des fausses informations ou bien dans des décisions qui ne sont pas bien articulées ou bien structurées. Donc, l'accès va être privilégié pour certaines personnes, pour des cas bien déterminés, pour des prises de décision bien déterminées. Et s'il s'agit d'un travail routinier, classique, donc il ne va y avoir aucune des sécurités ou bien un système de sécurité moins faible et des accès aussi plus souples.
un ERP, il va couvrir un périmètre de gestion. Donc, quel périmètre de gestion peut un ERP couvrir? Donc, la vocation d'un ERP, l'objectif d'un ERP est d'homogénéiser, de rendre le système d'information homogène avec un outil unique qui est capable de couvrir un large périmètre de gestion, c'est-à-dire la gestion des achats, la gestion des ventes, la gestion comptable, le contrôle de gestion, la gestion de production, la gestion des stocks, tout ce qui est logistique, ainsi de suite. D'accord? Donc, on va essayer que notre ERP va couvrir un périmètre large de gestion, c'est-à-dire l'ensemble des tâches, des fonctions développées au niveau de l'organisation. D'accord? Et aussi de réaliser ce qu'on appelle un système d'information qui est homogène dans notre organisation. Donc, l'ERP, donc, par construction, va être capable de réaliser cette tâche-là. Donc, un ERP est subdivisé en modules qui répondent chacun à un des domaines de gestion listés ci-dessus. On dit aussi que l'ERP est constitué de modules fonctionnels. Chacun va couvrir un périmètre de gestion de l'entreprise. Donc, chaque fonctionnalité de l'ERP va être réservée à une fonction de l'entreprise. Concrètement, par exemple, la saisie d'une vente va générer automatiquement une écriture comptable en partie double dans le journal des ventes avec calcul automatique de la TVA collectée. Donc, suite à cette opération de saisie des ventes, le grand livre et le compte de résultats vont automatiquement être impactés et vont automatiquement être modifiés grâce à la saisie de cette opération de vente. Donc, vous voyez bien que cette interaction, cette interrelation qui est assurée par ce logiciel intégré, homogène, interrelié au niveau de notre organisation. Pour parler aussi, pour connaître le fonctionnement d'un ERP, on est obligé de savoir les données de base d'un ERP. Donc, les données de base sont les informations communes à toutes les fonctions de l'entreprise, caractérisant l'entreprise elle-même, les différents partenaires, qui sont les clients, les fournisseurs, les produits vendus, les marchandises et aussi les moyens de production de l'entreprise. Cette base de données commune, et j'insiste ici sur la base de données qui est commune à toutes les fonctions de l'entreprise, va éviter les doubles saisies ou les modifications des données garantissant le même niveau d'information, à jour pour tous les acteurs de l'entreprise. Le partage des données, il se fait en temps réel et toutes les informations vont être partagées en temps réel à tous les acteurs de l'entreprise. Donc, toute l'organisation de l'entreprise, ses processus, ses flux, ses acteurs, comme ses marchandises, existent virtuellement dans le système d'information ERP, ce qui permet de suivre en temps réel les informations produites par les activités de l'entreprise, que ce soit les achats, les approvisionnements, la production, les ventes, suivi de la rentabilité, des mouvements comptables et financiers, etc., etc. Si on parle des partenaires, donc les partenaires comme par exemple les clients ou bien les fournisseurs, donc le partenaire il est connu. Comment je vais reconnaître mes partenaires? Donc ces partenaires sont reconnus à travers de nombreuses informations telles que le nom, l'adresse, les coordonnées diverses,
Les données financières, par exemple, un client, quel est le chiffre d'affaires réalisé avec ce client-là? Quels sont les montants des factures qui sont entretenus avec ce client-là? Combien on a de créances douteuses avec notre client? Donc, des informations, des données comptables, commerciales, organisationnelles, bancaires même, des éléments de prix, de stockage, de livraison, lui sont aussi attachés. Donc, tous ces éléments sont saisis une seule fois et ils peuvent être disponibles pour toutes les fonctions de l'entreprise. Pour les produits sont de différents types. Donc, on va trouver les matières premières, les produits finis, les produits semi-finis, ainsi de suite. De nombreuses informations vont caractériser ces produits, telles que les données financières, les données comptables, les données commerciales, le prix, le calcul de coût, le coût de production, le stockage, la durée du stockage, la qualité, la livraison. Donc, toutes ces informations-là aussi, elles vont être traitées une seule fois et chaque fois qu'il va y avoir une modification qui touche un élément, donc elle va être aussi partagée, propagée pour l'ensemble des partenaires au niveau de l'organisation. Est-ce que le produit il est acheté ou bien il est vendu en l'état? Est-ce qu'il est le résultat d'une transformation? Le produit peut être matériel ou bien immatériel ou bien un service même. Donc tous ces éléments sont saisis une seule fois, sont disponibles pour toutes les fonctions de l'entreprise, chaîne logistique, comptabilité, finance, gestion de projet, etc. On arrive maintenant à la nomenclature qui est un élément important pour connaître, pour comprendre le fonctionnement d'un ERP. Donc la nomenclature indique tous les composants qui constituent le produit ou bien le service, commercialisé, référence, quantité, prix, données de gestion. Ces éléments sont à la base de la gestion des coûts. La gamme de fabrication. Bien sûr, cette gamme de fabrication, elle décrit les moyens et l'organisation à mettre en œuvre pour réaliser le produit ou bien le service vendu. Quels composants utiliser? Sur quel poste de travail réaliser l'opération? Quelles sont les machines qu'on va utiliser pour fabriquer ce produit-là, pour fabriquer ce composant-là? Quels sont les temps des opérations? Bien sûr, on sait bien que la production la chaîne de production, elle est bien sûr divisée en intervalles de temps. Chaque étape nécessite un temps bien déterminé, donc chaque opération nécessite un temps bien déterminé. Et l'ERP nous permet de faire cette décomposition-là, de voir cette décomposition-là et aussi d'examiner, de contrôler, de comprendre cette décomposition de la production d'un produit. Donc, aussi, ces éléments sont à la base de la gestion des coûts. Et si on parle de coûts, on peut parler aussi de minimisation des coûts. Donc, on peut intervenir grâce à cette schématisation de l'opération de production grâce au logiciel ERP. Je peux même voir les défaillances au niveau des coûts, donc je peux contrôler, je peux réduire les coûts que je vois, qu'ils sont énormes, qu'ils sont importants. Donc la gamme est une description du processus complet de réalisation du produit ou bien du service vendu. Le poste de travail, donc ce poste de travail contient toutes les informations de temps et de coût des opérations qu'il effectue. Ces éléments sont à la base de la gestion des coûts. Par la suite, la planification. Donc, c'est un élément très important, nécessaire. Donc, la planification permet à l'entreprise d'évaluer les ressources en machines, en matière, en personnel,
les ressources nécessaires à la réalisation des prévisions commerciales. Donc, cette analyse conduira à un plan d'action qui réduira fortement les risques de stock trop importants ou bien trop faibles qui peuvent entraîner des problèmes de livraison client. Donc, aussi, elle permet une analyse qui permettra également d'anticiper dans sa gestion du personnel, de ses moyens de production, comme ses budgets. Donc, vous voyez bien, vous remarquez bien que grâce à l'implantation de ce logiciel intégré, ça va me faciliter la prise de décision, ça va m'éclaircir ma vision concernant les différentes fonctions de mon organisation, mes forces, mes faiblesses, mes atouts, donc les risques qui peuvent être induits par l'une des activités, donc pour corriger ces activités, pour corriger les lacunes, pour réduire les risques, ainsi de suite. Les achats et les approvisionnements. Donc, la gestion des achats est totalement intégrée au niveau de ce logiciel-là. Le système d'information exprime des propositions d'achat de marchandises en fonction des commandes clients ou des besoins de reconstitution des stocks. On a dit que chaque opération elle est intégrée au niveau de l'ERP, elle est prise en considération et elle est prise en considération donc pour les autres fonctions. Donc, si parfois donc le système d'information, l'ERP, il va me proposer d'acheter de la marchandise ou bien d'acheter de la matière première si il trouve que le niveau de stock il est faible ou bien j'ai atteint un stock, le stock de réserve. En fonction des commandes clients ou bien des besoins de reconstitution des stocks. Donc, ce sont des propositions. Donc, après la validation par le gestionnaire, les ordres d'achat, le suivi des factures fournisseurs, les écritures dans les journaux et les comptes d'achat, les suivis de paiement comme les mouvements bancaires sont automatisés dans l'ERP. Donc, tous les mouvements, marchandises, produits, comptables, financiers, ainsi que tous les documents, les devis, les ordres, les commandes, les factures sont générés automatiquement. Donc, le processus de gestion des achats, de l'approvisionnement, débute à l'expression des besoins et se termine lors de la mise à disposition des marchandises dans les magasins de l'entreprise. Pour la gestion de la production, l'ordre de fabrication est généré par l'ERP automatiquement après la validation de la commande client et l'analyse par le système des ressources de l'entreprise, c'est-à-dire les stocks détenus par l'entreprise. La réalisation de la production ne pourra débuter que lorsque l'ERP aura contrôlé la disponibilité et réservé les matières nécessaires. À la fin de la fabrication, les matières utilisées pour la réalisation seront automatiquement consommées par l'ERP dans les stocks. Il va y avoir un update, une mise à jour de la valeur des stocks. Une fois la production terminée, les produits finis vont être transférés en stock et mis à la disposition pour la livraison client. Tout ça, c'est d'une manière automatique et donc les constatations, bien les mouvements se font d'une manière automatique. Donc, la livraison dans tous les paramètres, transporteur, adresse, livraison, adresse facturation, données logistiques, toutes ces informations-là sont contenues dans l'ERP et ils vont être utilisées automatiquement lors des mouvements produits comme de l'édition des documents logistiques, commerciaux, comptables et financiers. Donc vous voyez la force, l'avantage important de l'intégration d'un ERP, combien il va nous faciliter la tâche
combien il va nous faire gagner du temps aussi au niveau de la prise de décision, de rentabilisation, de rapidité au niveau de la prise de décision. Il est très important et très efficace. Pour la gestion commerciale, donc la commande client passe par plusieurs stades dans le RP. Opportunité d'affaires dans le module CRM, et à la fin de ce chapitre, je vais vous parler de ce fameux CRM, Customer Relationship Management. Puis, cette opportunité d'affaires, elle va être transformée, elle va être matérialisée par un devis. Par la suite, elle va être transformée en une commande, et enfin la facturation ou bien l'établissement de la facture. Elle peut être saisie par le commercial ou bien directement par le client si on a une plateforme e-commerce. Comme pour les autres fonctions de l'entreprise, toutes ces étapes sont générées automatiquement dans l'ERP. Consommation en stock de produits livrés, facturation, paiement, écriture comptable, financière, bancaire, toutes ces informations, elles vont être générées d'une manière automatique par l'ERP. Je vais parler dans la suite des fonctions transversales intégrées, telles que la finance, la comptabilité ou bien la gestion des ressources humaines. Donc, pour la gestion financière, elle intègre automatiquement, comme nous l'avons vu, toutes les opérations liées au processus de vente, de production, des achats. Elle produit de plus tous les états comptables et financiers réglementaires, c'est-à-dire demandés par la loi, c'est-à-dire les journaux, le bilan, le compte de résultats, les comptes divers, les déclarations de la TVA, ainsi de suite. Pour la comptabilité analytique, elle permet de suivre en permanence, elle permet de contrôler en permanence les coûts, la rentabilité des différentes activités, des différents produits, des offres de l'entreprise. Donc, certains modules intégrés dans l'ERP permettent de gérer les investissements, les immobilisations, voire les projets de manière autonome. Le planning, la gestion des ressources, les coûts. Comme nous l'avons vu précédemment, tous les processus et fonctions de l'entreprise sont intégrés à la fonction finance. Et même la comptabilité analytique, elle va être intégrée au niveau de la fonction finance qui représente un ensemble de modules ayant une vocation financière, matérielle pour l'entreprise. Pour ce module de comptabilité analytique, on va contrôler la profitabilité et aussi la solvabilité. Tous les éléments de coût sont pris en compte, les coûts de matières premières, le temps, les marges. Les états réglementaires, les documents d'analyse vont être produits de manière automatique. La gestion des ressources humaines. Donc, le niveau de gestion des ressources humaines dans l'ERP est à définir par l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un module ou bien d'une fonction qui a des spécifications. Chaque entreprise a les caractéristiques concernant ce module-là. Donc, on peut trouver une gestion administrative du personnel, présence et absence, masse salariale, paie. On peut trouver aussi une gestion opérationnelle, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte au rendement, à la performance, à la capacité. On peut trouver aussi la gestion des ressources humaines, la formation, l'évaluation, les compétences, la gestion de la carrière. Donc, il y a des entreprises où on va trouver tous ces modules-là. Il y a des entreprises moins développées, si je peux le dire, où on va trouver uniquement, par exemple, la gestion administrative et opérationnelle de ces ressources humaines uniquement.
Donc, l'ERP pour une organisation intégrée. L'entreprise est une organisation hiérarchiquement définie dans l'ERP qui garantit la cohérence entre les informations à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, les informations du plus haut niveau, c'est-à-dire les informations issues de la direction, sont issues de l'agrégation automatique des informations produites par les niveaux inférieurs de l'organisation, c'est-à-dire les mouvements de stock, les consommations marchandises, déclarations de production, les factures. Cette structure permet à la direction de consulter toutes les informations de l'entreprise en temps réel. Un autre point très important relatif à l'intégration d'un ERP, c'est la communication. Bien sûr, l'évolution récente des technologies ouvre les ERP à la communication Internet, offrant des possibilités opérationnelles inédites. Outre les communications inter-organisations, c'est-à-dire entre magasins, entre usines, magasins, entre centres d'affaires, donc inter aussi entreprises, entre partenaires, donc l'ERP est au cœur de l'activité du e-commerce. Donc le développement de ce logiciel favorise davantage la communication interne et externe pour les entreprises, entre l'entreprise et ses partenaires aussi, ses clients, ses fournisseurs, toutes ces parties prenantes. Donc, le troisième point au niveau de cette partie de l'explication de l'ERP, je vais parler de la gestion d'un projet ERP. Donc, je vais commencer cette partie-là par cette affirmation. Le projet ou bien projet d'implémentation ERP est un projet d'entreprise et non pas un simple projet informatique. C'est une déclaration très importante. Donc, gérer un projet ERP, c'est analyser l'existant, exprimer les besoins et définir les objectifs. Définir et piloter les phases projet. Maîtriser la mise en œuvre, organiser l'exploitation. Donc, les phases d'un projet d'implémentation d'un ERP et la méthodologie. Un projet d'implémentation ERP est découpé en phases et chacune de ces phases fait appel à des compétences spécifiques. Donc, l'analyse stratégique, l'organisation du projet, le développement de la solution, le test de la solution et la mise en production. Bien sûr, au niveau de ce découpage en phases, on a besoin de conseils. Donc ici, donc la démarche de conseil, donc l'assistance organisationnelle et opérationnelle métier s'effectue tout au long du projet. On a besoin de conseiller du choix du logiciel jusqu'à sa mise en œuvre et son amélioration continue. En amont d'un projet d'implémentation ERP, il s'agit d'un conseil sur les processus. Aussi, le projet d'accompagnement en parallèle de l'implémentation d'un ERP. On a besoin d'un conseil d'accompagnement. Les organisations, les décisions opérationnelles, les qualifications et des formations. En aval, c'est-à-dire après l'implémentation de l'ERP, on a besoin d'audits organisationnels pour une utilisation optimale de l'outil mis en place. Donc, on parle d'accompagnement en amélioration continue de productivité. Pour ce qui est des critères de réussite de l'audit, donc pour réussir cette fonction d'audit, on doit comprendre le contexte de la fonction d'audit, on doit comprendre le mode opératoire utilisé, on doit être une force de proposition et on doit aussi respecter les spécificités de l'entreprise. Donc, essayons de commencer par le point d'analyse stratégique de l'entreprise.
Au niveau de cette analyse, on va faire un survol sur les risques et les opportunités auxquelles fait face l'entreprise. On va évaluer nos forces et nos faiblesses. On va comprendre l'impact des problèmes actuels sur les résultats et on va fixer des objectifs d'amélioration des performances par rapport à la mise en œuvre d'un ERP. Donc, ce schéma-là nous donne une démarche pour la fixation de la stratégie d'implémentation d'un ERP. Donc, ces démarches-là, où il existe 3 étapes, une étude d'opportunité, un choix de scénario et donc la rédaction d'un schéma directeur. Chaque étape elle est issue bien sûr d'un ensemble d'étapes. Donc, la première phase, c'est l'analyse de l'existant, c'est-à-dire la description de la situation par des observations et des interviews et la collecte de données. Par la suite, la deuxième phase, c'est la réalisation d'un diagnostic au niveau organisationnel, humain, informationnel et technique. Troisième phase, quels sont, on va définir les objectifs et on va définir l'axe de progrès. Donc, ces 3 phases représentent ce qu'on appelle l'étude d'opportunité. Par la suite, on va se fixer des scénarios, donc des alternatives organisationnelles et techniques, et pas nécessairement informatiques. On va choisir un scénario, donc le schéma directeur stratégique, qu'est-ce qu'on veut faire. On va fixer les objectifs d'amélioration. On va choisir les moyens de gestion, d'organisation et les moyens techniques pour enfin aboutir à un schéma directeur qui va essayer de mettre en œuvre un scénario tout en fixant le délai et le budget. Donc, l'analyse des risques et des opportunités, il s'agit d'une analyse de l'environnement de l'entreprise afin, d'une part, de tenter de déceler les risques potentiels qui pourraient conduire à une baisse des performances, des résultats, à une croissance de la croissance, et d'autre part, de capter les opportunités de développement, les évolutions technologiques qui permettraient à l'entreprise de construire ou bien de renforcer son avantage concurrentiel. L'analyse des forces et des faiblesses, cette analyse interne doit conduire à identifier les forces et les faiblesses de l'organisation. Elle nous permet de définir les actions à mener afin d'éviter les risques et de prendre en considération les opportunités identifiées dans l'analyse externe précédente. L'ERP doit être vu comme le levier essentiel de l'amélioration des performances décidées dans l'analyse stratégique. La cohérence entre les objectifs stratégiques de l'entreprise et le choix ERP est non seulement une garantie de réussite du projet de mise en œuvre du système d'information, mais également la manifestation du sens qui relie la stratégie de l'entreprise avec le projet ERP. Donc ici, on comprend qu'il doit y avoir une certaine cohérence, une certaine alliance entre le projet ERP et la stratégie de l'entreprise. Il ne doit pas y avoir une divergence entre ces deux éléments. Ce sens est un élément essentiel de la communication entre la direction, l'équipe projet et tous les acteurs de l'entreprise sur les raisons du projet ERP. Il est une source de motivation indispensable dans le management de projets d'entreprise complexes. Donc, cette analyse, elle va définir les orientations stratégiques de l'entreprise. Est-ce qu'on va dominer le marché par les coûts? Est-ce qu'on va plutôt se spécialiser dans un axe bien déterminé?
Est-ce qu'on va faire une différenciation ou bien une internationalisation? Donc, le choix, l'orientation stratégique de l'entreprise. Alors maintenant, essayons de parler des objectifs stratégiques. Donc, les objectifs stratégiques résultent du plan d'action défini à partir des risques à éviter, des opportunités à saisir, à partir des forces à développer, des faiblesses à réduire. Donc, ces objectifs stratégiques donc, vont opérationnaliser la stratégie en précisant les domaines d'activité où l'ERP apportera une valeur ajoutée, c'est-à-dire une amélioration des performances. Parmi ces objectifs, donc, la productivité, le coût de main-d'œuvre, la performance financière, la gestion de stock, la tarification, le revenu par client, la maintenance et le support technologique, l'amélioration des processus. Alors, comme suite de la gestion d'un projet ERP, on parlera de l'organisation du projet. Donc, le premier point qu'on va essayer de développer pour l'organisation du projet, c'est la détermination des objectifs d'un projet ERP. Donc, les objectifs du projet résultent de la démarche stratégique globale de l'entreprise et sont la traduction, bien sûr, des objectifs stratégiques de l'entreprise en termes de système d'information. Donc, pour assurer cette cohérence entre le projet ERP et les objectifs stratégiques globaux de l'entreprise. Aussi, les objectifs du projet ERP doivent répondre aux besoins des utilisateurs. Il ne doit pas y avoir une rupture ou bien une divergence entre les besoins des utilisateurs finaux de l'ERP et les objectifs de cet outil-là. Les objectifs doivent être clairs et compris par tout le monde. Ils doivent être cohérents et ne pas générer des antagonismes entre les fonctions de l'entreprise. Donc, assurer cette cohérence, cette dépendance, cette interrelation, c'est très important. L'adhésion authentique des acteurs de l'organisation à ces objectifs est un facteur clé de succès du projet. Ça, c'est une remarque très importante. La motivation qui en résulte est une garantie contre les comportements d'inertie, les stratégies individuelles qui pourraient s'opposer à la dynamique de changement au niveau de l'entreprise. Donc, il s'agit d'une manière pour adapter ou bien pour faire accepter ce projet par les utilisateurs finaux d'un projet ERP. Donc, parmi les objectifs d'un projet ERP, on peut citer la réduction des stocks, l'annonce multiple des données des informations concernant nos clients, nos fournisseurs, nos produits, etc. Aussi, avoir une information en temps réel, avoir une information homogène et cohérente. Aussi, parmi les objectifs d'un projet ERP, c'est d'avoir une meilleure réponse pour le client, un meilleur revenu par client, suivre les affaires à temps, en temps réel, aussi meilleur revenu par collaborateur. La flexibilité de l'organisation, l'environnement de travail qui sera identique pour tout le monde. On va travailler sur la même plateforme, sur la même interface, on partage la même base de données. Donc tout ça, ça va encourager, ça va créer un environnement de travail identique, agréable pour l'ensemble des employés, des salariés, des ressources humaines au niveau de l'entreprise. Le périmètre du projet. Donc, ce point-là doit préciser quelles fonctions de l'entreprise vont être concernées par la mise en œuvre de l'ERP. Quel niveau et quel département de l'entreprise seront impactés par la solution. C'est un point très important à déterminer parce qu'il va spécifier l'envergure de l'ERP,
qui va être précisément touché par l'intégration d'un ERP. Donc, la définition d'un périmètre va permettre de construire l'équipe projet. Ça, c'est très important. La définition de l'équipe projet à travers donc la définition ou bien la précision du périmètre du projet ERP. Aussi de cadrer les besoins des utilisateurs. Si je vais connaître les utilisateurs, donc par la suite je dois ou bien je peux déterminer les besoins de ces utilisateurs. De préciser le budget prévisionnel aussi, donc le coût. Choisir les fonctionnalités à implémenter. On a dit que un ERP peut présenter pas mal de fonctionnalités standards. Et si je vais préciser donc quels sont les utilisateurs, quels sont les besoins de ces utilisateurs-là, je peux déterminer avec précision les fonctionnalités que j'aurai besoin à implémenter. Circonscrire les solutions à mettre en œuvre, etc. Donc, la détermination du périmètre va servir de référence au moment des choix tactiques, opérationnels et des arbitrages à effectuer durant le projet. Un périmètre précis réduit les dangers de la versatilité des besoins exprimés par la maîtrise d'ouvrage. Donc, chaque fois qu'on précise nos besoins, qu'on précise nos utilisateurs, qu'on précise nos fonctionnalités, donc qu'on précise nos objectifs, ça peut réduire beaucoup les controverses, la non-précision, le flou pour les fonctions ou bien pour un projet ERP. Un autre point très important, c'est la détermination de la stratégie projet, la stratégie du projet. Donc, cette stratégie-là doit permettre d'atteindre les objectifs fixés et qui vont répondre aux besoins des utilisateurs dans le périmètre défini. La stratégie du projet doit définir les axes de pilotage par la suite et de management du projet en tenant compte de quelques règles importantes qui peuvent être les rôles et les missions, c'est-à-dire déterminer l'entreprise, l'éditeur, les consultants, la sécurité. Et j'ai déjà parlé de tout ce qui est donc, on va donner des cadrages ou bien des barrières pour que on ne doit pas avoir tous les utilisateurs qui ont accès à toutes les informations. Donc, déterminer la stratégie projet, donc, elle permet une meilleure sécurité pour l'entreprise. L'indépendance, donc, un domaine fonctionnel à la fois ou bien plusieurs domaines, donc on parlera d'une solution complète. Donc, stratégie d'implémentation et de post-implémentation, détermination du budget. Donc, vous voyez bien que la fixation de la stratégie projet va m'éclaircir pas mal de points au niveau de la gestion, au niveau du pilotage, au niveau de la budgétisation, ainsi de suite. L'organisation et le management de projet. Donc, on va déterminer le sponsor. Il témoigne de l'importance du projet ERP et du niveau d'engagement de l'entreprise. Au-delà de la responsabilité de l'investissement, il est le leader de l'action collective. Le comité de pilotage. Il s'agit d'une instance représentative des propriétaires du système et de l'organisation, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage. Il prend les décisions stratégiques, le comité de pilotage. Ici, je parle du comité de pilotage. Donc, il va prendre les décisions stratégiques, organisationnelles, financières, budgétaires, fonctionnelles liées au système d'information. Il va fixer les objectifs et le périmètre du projet. Ce comité de pilotage aussi, il va valider l'organisation projet, il va contrôler les résultats. C'est lui le responsable des relations entre le projet et l'entreprise en termes de communication, de formation, de changement, donc des performances conjointes entre l'ERP et l'organisation. L'organe suivant, l'élément suivant au niveau de l'organisation, c'est l'équipe projet. Donc l'équipe projet, c'est la maîtrise d'œuvre. Donc elle décide du comment faire. Donc, elle va proposer une équipe projet au comité de pilotage.
le choix des outils, des méthodes, l'organisation du travail. L'équipe projet aussi fait le choix des membres par domaine fonctionnel, les spécialistes, les utilisateurs clés. Bien sûr, ce choix va se réaliser en fonction des processus, des modules à mettre en œuvre dans l'entreprise. Le planning projet, donc la majorité des projets d'implémentation d'un ERP durent entre 4 et 12 mois, c'est-à-dire maximum une année. Les PME veulent réduire ces durées entre 1 et 3 mois compte tenu du coût important des journées de conseil, de formation et de réalisation de projet. Cette réduction de la durée doit être le résultat d'une préparation et d'une gestion de projet efficace. Elle ne doit pas se réaliser au détriment de la qualité du projet ou par de fausses économies réalisées en éliminant les étapes de la mise en œuvre de l'ERP. Donc il faut faire attention. Si je veux réduire la durée d'implémentation d'un ERP, je dois contrôler, je dois avoir attention concernant la qualité du projet et la qualité de la mise en œuvre de l'ERP. La réduction de la durée du projet ne doit pas aussi aboutir à une augmentation de la durée de la mise au point de l'exploitation qui se réalise après la mise en service, car les coûts de non-qualité et les risques pour l'entreprise seront nettement supérieurs au niveau de ce stade des opérations. C'est-à-dire, si je bâcle l'opération d'implémentation, je vais avoir des coûts supplémentaires lors de la mise en service de l'ERP. Je vais trouver plusieurs problèmes, je vais rencontrer plusieurs problèmes de non-qualité et donc ça va engendrer beaucoup de coûts pour l'entreprise. Suivi des budgets projets, donc comme le système d'information concerne tous les métiers de l'entreprise, il est normal que celle-ci lui consacre un certain niveau de ressources, mais des progrès restent à faire pour maîtriser les dépenses. Donc il faut compléter la notion de coût dans le domaine des systèmes d'information. Le coût du système d'information comporte non seulement les dépenses informatiques, comme on a déjà dit au début de ce cours, mais aussi celles de la maîtrise d'ouvrage qui sont moins bien connues et assimilées par les entreprises, c'est-à-dire le temps interne, l'assistance consacrée au recueil d'expertise, la spécification, la phase de validation, la formation des utilisateurs, l'administration des processus. Donc toutes ces tâches-là, toutes ces étapes-là, elles sont coûteuses. Il ne faut pas oublier ou bien négliger les coûts générés au niveau de ces phases-là. Alors, enfin, s'il est difficile d'évaluer la rentabilité d'un système d'information, c'est parce qu'il est devenu impossible d'imaginer une entreprise sans système d'information. Donc, dans ce cas, l'entreprise risque de disparaître. Toutefois, cette rentabilité ne peut se manifester que si l'entreprise sait éviter les gaspillages. Donc, il faut faire attention. On ne peut avoir une valeur ajoutée ou bien on ne peut créer de la valeur grâce à l'implémentation d'un système d'information ou bien grâce à un projet ERP si on sait bien calculer nos budgets, on sait bien faire nos prévisions, on essaie d'éviter les gaspillages au maximum. Elle doit connaître ses coûts afin d'obtenir le maximum d'efficacité pour l'effort consenti. Puis, elle doit choisir le niveau raisonnable de son informatisation qui se mesure en évaluant le coût annuel complet du système d'information par salarié. Ainsi, avec à ce niveau-là, j'ai clôturé tout ce qui se rapporte à un projet ERP. Donc, j'ai essayé de faire un survol rapide et complet sur ce projet-là. Donc, il s'agit d'un projet de système d'information. Il s'agit d'un projet technologique important à intégrer au niveau des organisations. On ne peut pas s'en passer, comme on a déjà dit, on ne peut pas imaginer une entreprise qui travaille, qui opère pendant les années 2023 et plus, sans intégration d'un système d'information. Alors, j'ai parlé
quelque part au niveau de mes diapos de la notion de CRM. J'ai dit que je vais vous donner un aperçu sur ce CRM. Donc, CRM, c'est pour dire Customer Relationship Management. Donc, je vais essayer de vous donner quelques éclaircissements sur ce concept-là parce qu'il est d'autant plus utilisé au niveau des organisations, au niveau aussi du secteur bancaire. C'est une plateforme très importante qui ajoute de la valeur pour les entreprises et qui facilite énormément le travail. D'accord? Donc, c'est quoi un CRM? Je vais vous donner quelques définitions du CRM. Donc, le Customer Relationship Management, il peut être considéré comme un processus technologique. Il peut être aussi considéré comme un processus relationnel. Il peut être considéré comme un principe d'efficacité organisationnelle et enfin, il peut être considéré comme une stratégie d'entreprise. Donc, la gestion de la relation client. Donc, ici, c'est vraiment la gestion de la relation client. Donc, Customer Relationship Management consiste à savoir cibler, attirer et conserver les bons clients. Donc, ce sont les trois piliers d'une bonne gestion de la relation client. Elle représente un facteur déterminant du succès de l'entreprise. Bien sûr, ici, toute entreprise, elle a une vocation, donc, son client. Le client, c'est le roi. Il faut déterminer les besoins du client, il faut essayer de satisfaire nos clients, d'autant plus qu'on doit chercher les clients, on doit stimuler de nouveaux clients, on doit avoir de fortes relations avec nos clients. C'est pour cela qu'on parle de toute une plateforme, on parle de toute une gestion de la relation client aujourd'hui. Donc, construire et développer des relations avec ses clients, c'est un défi, particulièrement lorsque l'entreprise possède un nombre important, voire des milliers, voire des millions de clients qui communiquent avec celle-ci. Cette communication se trouve de multiples manières, de plusieurs façons. Donc, pour arriver à un résultat satisfaisant, les systèmes de gestion des relations clients, c'est-à-dire de Customer Relationship Management, doivent permettre aux responsables d'entreprise de mieux comprendre leurs clients. Faites attention ici, c'est pas assez évident de comprendre nos clients pour adapter et personnaliser leurs produits ou bien leurs services. La gestion de la relation client est relativement récente. Le concept qui recouvre remonte au tout début des années 2000 et il représente le résultat des efforts commerciaux fournis par les sociétés de logiciels et de consulting pour promouvoir leurs solutions. Vous voyez bien que l'idée émane des sociétés de logiciels et de sociétés de conseil, d'accord? Donc, qui ont développé, qui ont pensé à ce type de produit, donc pour le bienfait des entreprises. Donc, commençons par la première définition ou bien une première conception du CRM. Donc, on considère que le CRM est un processus technologique. Donc, si on considère le CRM comme étant un processus technologique, on va le définir de la manière suivante. Le CRM, donc, c'est l'automatisation du processus d'entreprise horizontalement intégré à travers plusieurs points de contact possibles avec le client. Donc, au niveau du marketing, au niveau des ventes, au niveau du service après-vente, l'assistance technique, tout en ayant recours à des canaux de communication multiples et interconnectés. Ici, avec ces définitions-là, le CRM s'inscrit dans le cadre du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Celles-ci soutiennent le personnel de contact de l'entreprise quand celui-ci entre en relation avec les clients via Internet ou bien via le téléphone ou bien face à face. Le personnel de contact pourra par exemple reconnaître le client lors de tout contact. Il pourra ainsi donner des informations au client sur l'état de sa commande, sur la facturation, sur la livraison, le statut de la réparation effectuée après le service après-vente, etc.
Le CRM comme processus relationnel. Donc, cette considération nous laisse dire que le CRM est considéré comme étant un processus permettant de traiter tout ce qui concerne l'identification des clients, la constitution d'une base de connaissances sur la clientèle, l'élaboration d'une relation client et l'amélioration de l'image de l'entreprise et de ses produits auprès du client. Donc, ici, le CRM apparaît comme un processus, une série d'activités dont la réalisation n'implique pas forcément le recours aux nouvelles technologies d'information et de communication. Ici, on insiste sur la nécessité pour l'entreprise d'accorder une attention accrue aux clients. L'entreprise souhaite dès lors mieux connaître ses clients, approfondir sa relation avec eux, dépassant ainsi l'objectif de simplement concrétiser une opération de vente et notre relation s'arrête là. En tant que principe d'efficacité organisationnelle, le CRM est une stratégie d'entreprise qui, à l'aide des nouvelles technologies d'information et de communication, vise à optimiser la rentabilité de l'organisation et la satisfaction du client, en se focalisant sur des segments de clientèle spécifiques, en favorisant les comportements propres à répondre aux souhaits du client et en appliquant des processus centrés sur le client. Donc ici, le CRM est envisagé comme une stratégie d'entreprise où deux buts essentiels sont poursuivis, augmenter les bénéfices et accroître la satisfaction du client. Enfin, le CRM comme stratégie d'entreprise, donc ici, le CRM doit mettre en place une infrastructure qui servira à nouer une relation durable avec le client. Cette infrastructure a pour effet d'abattre les barrières entre les fournisseurs et clients, c'est-à-dire entre entreprises et clients. Clients et fournisseurs deviendront plus proches. Chacun doit désormais anticiper les actions de l'autre et agir plus directement. Cela n'est pas sans conséquence sur la stratégie même de l'entreprise qui devra changer de culture, qui devra adopter une manière de fonctionner qui privilégie le client. Et bien sûr, aujourd'hui, on parle de ce privilège donné pour les clients. Celui-ci de plus en plus habilité à mettre son nez partout. Donc, le client, aujourd'hui, il intervient dans presque toutes les phases de production, les phases de transport, de commercialisation du produit. Il a son point de vue au niveau de la qualité, au niveau du choix de la matière première, au niveau de la distribution et les points de distribution des produits. Donc, le client, donc, il va repérer très vite les éventuels défauts et les éventuels dysfonctionnements du service qui lui est proposé ou bien du produit qui lui est proposé. Donc, essayons de parler du système d'information du CRM. Donc, le système d'information, un ensemble de solutions. Définition d'une solution CRM. Il s'agit d'une plateforme logicielle. Ici, donc, je vais parler de la technologie CRM ou bien de la plateforme CRM. Donc, il s'agit d'une plateforme logicielle centralisée qui permet l'identification, la compréhension, un meilleur service aux clients, tout en développant le relationnel avec chacun d'entre eux, avec chacun de nos clients, en vue d'améliorer leur satisfaction et d'optimiser les gains. Donc, quels sont les domaines couverts par une solution CRM? Le premier domaine, c'est la gestion des comptes et de contacts. Elle est la base de la plateforme CRM. La gestion de comptes et de contacts permet d'enregistrer, de conserver l'ensemble des coordonnées de vos interlocuteurs, c'est-à-dire de nos clients, ainsi que les échanges au quotidien. Vous voyez donc la précision et l'envergure de ces données-là. Se constituer une mémoire commerciale, c'est pérenniser dans le temps vos relations avec vos clients. L'historique, il est très important pour définir, pour savoir
quel genre de relation entretient notre entreprise avec notre clientèle. Le deuxième domaine couvert par une solution CRM, la gestion des forces de vente. Destinée principalement aux ingénieurs commerciaux et aux responsables des ventes, la gestion des forces de vente apporte une réponse concrète aux questions d'organisation, de gestion des priorités, de suivi des affaires, de reporting, afin d'optimiser les efforts de chaque équipe commerciale, structurer l'activité commerciale individuelle et bien sûr le gage d'une meilleure efficacité collective. Donc, vous voyez bien qu'au niveau de ce deuxième domaine-là, l'entreprise va contrôler sa force de vente, savoir les différentes forces ainsi que les différentes lacunes ou bien faiblesses dont souffrent ces équipes de vente. Troisième domaine, la gestion des campagnes marketing. Donc, on sait bien qu'aujourd'hui, les campagnes marketing sont très diversifiées et les moyens de réaliser ces campagnes-là sont aussi très nombreuses. Donc, l'entreprise ne va pas utiliser cette multitude de campagnes, mais elle va se concentrer sur un moyen, 2, 3 moyens. Donc, la sélection de ces moyens-là va se réaliser donc, il va y avoir une étape primordiale à ce choix-là qui est basée sur la gestion des campagnes marketing. Donc, le choix de ces outils-là, donc des questionnaires, des collectes d'informations, des collectes de bases de données pour savoir quel est l'outil de marketing le plus approprié pour encourager, pour stimuler, pour encourager nos consommateurs à acheter ou bien consommer notre produit ou bien notre service. Donc, elle gère l'ensemble des informations clients, prospects et concurrents de votre base de données. Elle vous permet de lancer, de suivre et de mesurer vos opérations commerciales et marketing. Détecter de nouveaux prospects et développer votre base client. C'est assurer l'avenir de votre entreprise. Donc, suite à ou bien grâce à cet axe-là. La gestion du service client, donc, elle s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité du service, l'amélioration de la satisfaction client, et de la productivité des spécialistes support. Fidéliser, c'est donc sécuriser aujourd'hui le chiffre d'affaires de demain. Donc aujourd'hui, on doit penser à notre chiffre d'affaires futur. Donc, parmi les types des solutions CRM, donc il y a pas mal de types. Ici, je me suis concentrée uniquement sur un CRM analytique. Cette solution permet de mieux connaître les clients, il mesure la performance sur le plan économique. Ce niveau de l'architecture est lié au data warehouse, c'est-à-dire un entrepôt de données. Ici, les composants du CRM analytique sont les requêtes, le data mining et le reporting. Ici, c'est un exemple d'interface d'un logiciel CRM. Donc, vous voyez bien, il nous donne vraiment des données, des statistiques, des histogrammes. Il s'agit de nous donner aussi donc des bases de données. Je peux consulter mes bases de données, je peux avoir des études ou bien des statistiques, donc des prévisions, donc pour n'importe quel client, pour n'importe quel secteur, ainsi de suite. Donc, les avantages d'un CRM analytique. Il s'agit d'un outil d'automatisation du marketing. Le CRM analytique a pour but d'étendre la connaissance des clients, de fournir des éléments d'aide à la décision responsable marketing. L'automatisation du marketing aide en effet les responsables marketing à mieux connaître les différents segments de clientèle, à mieux préparer les campagnes marketing et à mesurer les résultats. Il permet la planification et l'automatisation des campagnes de prospection et de fidélisation par le biais de différents modules Enterprise Marketing Automation proposés. Ces modules vont permettre de générer automatiquement une action personnalisée déclenchée par un événement, soit un envoi d'un courrier de bienvenue suite à un abonnement par exemple, ou bien en fonction d'une action programmée. Exemple, la relance téléphonique suite à une campagne.
L'application est capable de gérer des règles de gestion complexes afin d'optimiser l'efficacité des interactions avec le client. Exemple, nombre de maximum de sollicitations sur une période donnée, génération d'échantillons de population, tests ou bien témoins, etc. Donc, c'est l'un des types, comme je l'ai dit, du CRM, de la solution CRM. Donc, à ce niveau-là, donc, on arrive à la fin de notre conférence, de cette conférence. Donc, comme ça, j'ai terminé avec le ERP et donc les fonctionnalités, les objectifs, la stratégie ERP, ainsi de suite, donc tous les détails concernant le ERP. Et j'ai essayé de vous donner donc un aperçu rapide sur le CRM, qui est une application ou bien une plateforme très reconnue aujourd'hui. Elle est très sollicitée par les entreprises. Enfin, je vous remercie pour votre attention. J'espère que la conférence elle est un peu longue, 1h30, mais j'espère que les éléments contenus au niveau de cette conférence sont clairs. Je vous attends au niveau de la session ou bien de la séance de discussion le jeudi pour entendre vos questions ou bien vos remarques. Salam alaikum.